Liberté de ton, l'émission politique de Radio CFOD, tous les dimanches à 20h. Liberté de ton, c'est de l'analyse, du décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Radio CFOD. Il y a eu suffisamment de moyens financiers qu'on a gaspillés dans les textes. On a écrit les textes, mais ce n'est pas les textes. Mais le Tchad est plein de textes, de très bons textes même, de bonnes intentions. Mais la réalité, elle est complètement différente. Donc, il faut changer complètement la méthodologie. Il faut changer complètement scientifiquement l'approche que nous avons aujourd'hui. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il faut allier à cette approche-là des personnes compétentes. C'est-à-dire ce que j'appelle, n'est-ce pas, des compétences. Aujourd'hui, ce n'est pas des compétences. Tous ceux qui écrivent ces textes-là depuis 1997, mais c'est les mêmes personnes. Et ils savent très bien que c'est un échec. Mais ils continuent de manière ostentatoire, de manière même, je veux dire, provocante, même juste pour continuer à écrire ces textes-là. Et c'est les mêmes personnes. En 2018, on a arrêté le système de 96. Tout ce qui a été fait de bon en 96, dont on parlait tout à l'heure là, on est arrivé comme ça, c'est bon, on a coupé la tête de tout ça. En soi disant qu'on veut une 4e république, des choses comme ça. En son temps, nous autres, on a critiqué. Après, tout ce qu'on est venu mettre en place là, on est venu jeter tout ça à la poubelle. Et 2 ans plus tard, on a refait les mêmes choses encore. Et aujourd'hui, même, on n'est pas sorti toujours de l'auberge parce que c'est toujours les mêmes choses. Alors que ce qu'on avait de très bon, qui a réuni les gens en 96, il aurait fallu, n'est-ce pas, une volonté, et c'est la 3e chose, une volonté politique pour accompagner ça. La volonté politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on travaille pour les populations à la base. Et si on travaille pour les populations à la base, même les moyens financiers doivent être orientés principalement, n'est-ce pas, vers ces populations-là. Or, aujourd'hui, même les moyens financiers, l'argent que nous collectons même de gauche à droite, puisque nous sommes dans le système de, comment vous appelez ça, de unicité de caisse, comme on l'a dit, l'unicité de caisse, d'abord, c'est en contradiction avec la décentralisation. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, sur le plan sémantique, une autre contradiction qu'il faut relever, et je l'ai toujours relevé, c'est que vous avez aujourd'hui, et ça ne concerne pas seulement le Tchad, mais dans nos États africains francophones, vous avez un ministère de l'Intérieur, un ministère de la centralisation, parce qu'il dit ministère de l'Intérieur, c'est le ministère de la centralisation. Vous avez un ministère de la centralisation qui est souvent, à cela est adossé le ministère de la décentralisation. Donc on dit à un ministre qui est centralisé de décentraliser. Mais il faut arrêter avec ça. C'est une comédie, c'est une farce. C'est pour ça que ça ne marchera jamais. Il faut, n'est-ce pas, sur le plan sémantique, il y a du travail à faire. Sur le plan scientifique, il faut revoir l'approche. Également, il y a la volonté politique qu'il faut mettre en place. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de la volonté politique. Je me rends compte que une de tes questions n'a pas été répondue. Laquelle? Oui, vous avez demandé c'est quoi la différence entre la compétence exclusive compétence partagée. Voilà. Vous avez relevé que depuis tout ce temps-là, on a écrit toujours les mêmes choses, mais depuis l'élection municipale de 2012, on a vu qu'il y a un piétinement entre... Mais en français facile, voilà. En français facile, c'est dire que les travaux, les investissements qui appellent des grands moyens là, relèvent, n'est-ce pas, de la compétence exclusive de l'État. Voilà. Donc, des petits trucs, j'ai donné l'exemple, construction d'une petite école communale, ainsi de suite, ça peut relever, n'est-ce pas, voilà, et puis la voirie, l'électricité, un peu de la ville, un peu, et ça, c'est des petites choses qui relèvent, n'est-ce pas, de compétences, n'est-ce pas, de la commune. C'est cette pression que je voulais juste apporter. Très bien, je vous reviens tout de suite, mais monsieur Soumaïm, c'est plus de 30 ans en tant qu'acteur de développement, surtout rural. Et aujourd'hui, on est en face d'une situation où on dit les mêmes choses, on les répète, mais d'après vous, qu'est-ce qu'il fallait, en connaissant très bien les communautés rurales, et qu'est-ce que vous aurez proposé que ça soit fait pour ne pas qu'on échoue comme en 2012? Alors la question elle est extrêmement importante parce que vous savez, les milieux ruraux fonctionnent à partir des priorités. Ça ne fonctionne pas comme ça par hasard. Vous savez, si vous prenez les 13 compétences transférées aux communes, si une commune s'attaque aux 13 compétences, elle prend à la fois des priorités et d'autres choses qui ne sont pas forcément prioritaires pour les populations. Alors, une communauté peut se dire, la priorité c'est sur la commercialisation des produits agricoles, par exemple. Et qu'est-ce qu'une commune peut faire pour que sur ce besoin-là, il y ait du progrès qui soit fait. Moi, je ne sais même pas, d'ailleurs, sur la loi, si commune signifie commune urbaine
ou commune rurale aussi, Oui, c'est pas très précis. Les deux. C'est les deux. Oui, les deux. Si c'est les deux, Les deux. Ces mondes ruraux-là. Les deux. Donc le sous-préfet s'occupe de rural et puis le préfet s'occupe de urbain. Monsieur Duvede Boukar, Soumaïne évoque la question qu'on fait des choses sans tenir compte des priorités des populations. Mais d'après vous, en agissant ainsi, qu'est-ce qu'on risque de créer davantage en ne prenant pas en compte les besoins de la population dans cette étendue? D'abord, j'avoue que le fait que les communes rurales ne soient pas concernées par les prochaines consultations électorales m'éthique. Ça m'éthique. Pourquoi? Parce que c'est bien défini, les sous-préfectures constituent, n'est-ce pas, des communes rurales. C'est une bonne chose. Mais on doit également, n'est-ce pas, organiser des élections à ce niveau pour que la population s'exprime, pour que la population soit impliquée dans les actions de développement. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, mais lorsque parce que la majorité de la population se trouve, n'est-ce pas, en province, en campagne. Alors, donc, lorsque on écarte les communes rurales des élections, c'est une faute, c'est une hérésie politique. Voilà, on devait également étendre, n'est-ce pas, les élections à ces communautés rurales. Voilà. La transition n'a pas résolu le vrai problème. Non, le problème n'est pas du tout résolu. Il n'est même pas, effleuré. Donc, la transition n'a rien fait. Mais concrètement, quelles peuvent être les conséquences? Les conséquences politiques, économiques. Mais les conséquences, vous voyez, lorsque les gens sont tenus à l'écart, ils ne se sentent pas concernés par tout ce que vous faites. Hein. Il y a fort à craindre que les gens se révoltent. Oui, il y a fort à craindre que les gens se révoltent. Moi, par exemple, on m'a déjà posé des questions. Pourquoi on n'a pas organisé des élections au niveau naissant rural, au niveau naissant de communautés rurales, de communes rurales? C'est ça, dans les sous-préfectures. Voilà, moi je dis, je ne sais pas, la loi dit que bon, on va, n'est-ce pas, nommer, n'est-ce pas, au comité de gestion. Mais là, les gens ne sont pas très contents. On aurait dû, n'est-ce pas, jouer totalement. C'est pourquoi j'ai dit, l'expérience des 42 communes là, si elle n'a pas été concluante, on n'a qu'à revenir simplement à l'ancien système. Ou bien à l'ancien système, au système jacobin, tout va du centre. Ou bien on fait mieux qu'avant. Voilà. C'est-à-dire que, je prends encore un exemple. Vous voyez, une commune rurale va toujours faire face à des besoins ruraux. Elle ne peut pas faire face à d'autres besoins que ruraux. C'est ça. Quel est actuellement ce qui manque principalement pour les ruraux? Puisque 78% de la population, c'est des ruraux. Sur ces 78%, 90% ça donne à l'activité agricole. Quel est le gap, le principal problème de l'agriculteur? L'accès aux ressources. Parce qu'ils ont la force de travail, ils ont la terre, ils ont l'eau, mais il faut financer la campagne agricole. Il faut financer le progrès agricole. Dans ces conditions, les communes ont un rôle à jouer. Par exemple, puisque les banques ne prêtent pas de l'argent aux producteurs, en particulier aux paysans, il n'y a pas de disposition au niveau des banques qui sécurisent le crédit qu'ils donnent. Par conséquent, ils refusent de le donner aux paysans. Il n'y a pas une sécurité de remboursement. Donc, ils ne le donnent pas. Les banques, dans ces cas, sont dans le droit de craindre qu'ils perdent de l'argent. Mais qui doit sécuriser dans ces cas-là? C'est l'État. Et puisque la compétence est transférée aux communes, les communes doivent faire quelque chose. Une chose qui peut être faite, c'est qu'une commune peut mettre en place un dispositif de fonds de garantie, par exemple, qui peut être alimenté par la subvention de l'État et des ressources propres, même de la coopération intercommunale, pour qu'on mette un fonds. Ça peut être même placé dans une banque, mais qui permette aux banques de financer les producteurs agricoles. La commune ne dépense rien à ce niveau-là. Elle va mobiliser des ressources externes pour financer l'agriculture, pour que les agriculteurs payent des taxes. Ils ne perdent rien. En fait, on est dans un cercle qui est normalement, vertueux. On est dans un cercle vertueux où tout le monde gagne. Qu'est-ce qui les empêche de le faire? Alors, soit il manque une volonté de puissance, parce qu'ils ne rentrent pas ça dans leur perspective de changement, soit il y a la paresse pour produire de nouvelles idées, et à mon avis, c'est ça.
C'est là où on se trouve. Monsieur docteur, monsieur Djibri a relevé tout à l'heure qu'en écartant donc les populations rurales de la question essentielle de gouvernance, ça risque de frustrer et provoquer même des révoltes de la population. Est-ce que c'est aussi votre... Non, mais on a un exemple à côté. À l'entame de mes propos, j'ai déjà évoqué. Qu'est-ce qui a créé tout le désordre aujourd'hui au Cameroun? Mais c'est la question de la décentralisation. C'est la question. Eux aussi, ils ont une loi de 96. Eux aussi, ils ont une loi de 96 qui n'a jamais été mise en place. Qu'on a reculé. Ils sont dans la même perspective que nous. Et ça, aujourd'hui, ça a amené la question d'insécurité au Cameroun. On ne s'en sort pas. Parce que les gens, ils se retrouvent plus dans l'État. Parce que l'État, il doit être, n'est-ce pas, au service de tout. Au service de tout, comment il fait? Mais il passe par des mécanismes comme l'histoire de la déconcentration. Bon, ce qu'on est en train de faire au Tchad, c'est la déconcentration. Encore qu'on le fait même mal, même la déconcentration. Parce que la déconcentration, c'est quoi? C'est finalement simplement les autorités intermédiaires. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes subordonnés. Et c'est la même chose. C'est ça que l'État est en train de faire avec le gouverneur, avec tous ceux qui nomment, même les soi-disant maires, les 42. Mais c'est des intermédiaires. Ils sont devenus finalement très vite des intermédiaires jusqu'à aujourd'hui. Donc on n'a aucune autorité aujourd'hui qui peut jouir, n'est-ce pas, de comment on appelle ça, de la légitimité. Le problème du Tchad, c'est ça. Aujourd'hui, personne n'a la légitimité. Même au niveau central, personne n'a la légitimité. Et donc, j'ai vu dans vos histoires que vous parlez également de changement. C'est-à-dire ceux qui sont à la tête du pays n'ont aucune notion de changement. Parce que si on veut vraiment le changement, on va imprimer, n'est-ce pas, une marque. Et cette marque doit commencer par le bas. Donc, du coup, aujourd'hui, il y a des révoltes. Il peut y avoir des révoltes, mais quand quelqu'un ne se sent pas concerné par ce que vous faites, que le niveau de paupérisation augmente. Et puis ça va s'augmenter avec tout ce qu'on est en train de connaître, les problèmes d'inondation, tout ça. Mais c'est des questions si la décentralisation était fortement... on est allé même loin, ajouter un mot même comme ça, non? Au Tchad. Fortement décentralisé. Nous sommes en 2024. Elle est même d'abord nîmes faiblement. Comment elle va être fortement décentralisée? Fortement décentralisée, ça nous évoque l'État-région. Il voulait tellement décentraliser en 1996 qu'on se demandait que 2 ans plus tard, on devait être fortement décentralisé. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Personne n'est décentralisé. Et on est avec des autorités intermédiaires qui n'ont juste d'aucune légitimité. Et le problème, c'est que le risque, c'est qu'à la longue, il y ait des crises. Bon, pas à la longue. Moi, je ne vois même pas. On y est. Aujourd'hui, on a la crise politique, on a la crise humanitaire, on a la crise sociale, on a la crise économique, on a la crise financière, on vient d'ajouter la crise diplomatique. Malheureusement. Et la crise famine qui arrive avec toutes les zones qui sont inondées. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas du riz, tout est dans l'eau. Ma maman est au village en ce moment avec sa petite sœur. Tout est dans l'eau. Ils n'ont pas pu avoir le maïs, ils n'ont pas pu avoir le mil, ils n'ont pas pu avoir le sorgho, etc. Et je pense que même le riz, c'est la même chose. Tout est dans l'eau aujourd'hui. Il n'y a pas d'arachide, il n'y a pas de haricots. Déjà, l'ancien truc qui est ici coûte excessivement déjà cher. Qu'est-ce qu'on va avoir d'ici novembre, décembre, janvier, février? Donc même la crise famine, elle est à la porte. Vous suivez Liberté de ton, l'émission politique de Radio CFOD. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on devrait dire concrètement? On part à des élections, mais avec toutes ces déceptions-là, comment on fait? Bon, écoutez, vous l'avez dit, nous avons opté pour aller aux élections. Donc, à partir de ce moment, nous pensons que nous devons nous assumer. Nous partons aux élections. Et par rapport à ta question, moi, je tourne plutôt, je lance un appel pathétique à l'endroit du chef de l'État. Il faudrait qu'il nous garantisse la transparence de ces élections pour que le gouvernement se rachète un peu. Parce que tout à l'heure, dans mon propos, je parlais, n'est-ce pas, d'un désintérêt, n'est-ce pas, des conseillers. Parce que les gens ne s'intéressent plus, n'est-ce pas, aux questions politiques. Parce que les gens pensent qu'il n'y a pas de sérieux. Et nous avons eu des difficultés pour coopter des gens, pour, n'est-ce pas, les allier, pour les présenter, parce qu'ils disent que non, ils ne croient pas. Voilà, ils ne croient pas. Voilà, dans des choses comme ça, moi j'ai dit que vous me donnez une occasion en or de lancer un appel pathétique à l'endroit du chef d'État pour l'histoire. Il faudrait qu'il puisse tenir sa parole quand il disait qu'il nous garantissait, n'est-ce pas, la transparence de ces élections. Qu'il tienne à cette parole et ce serait une très très bonne chose. Voilà. Ça a été dit lors du référendum constitutionnel en décembre 2023, ça a été répété pour la présidentielle.
Mais on n'a pas la même appréciation des Ça chiffres. va venir. Bon, cette fois-ci, nous pensons que... non, cette fois-ci, moi je dis, hein, Ça va venir. Cette fois-ci, nous disons que... Moi je crois peut-être, je suis trop naïf, hein, malheureusement, je suis trop naïf. Je crois que cette fois-ci, il va quand même tenir pour un... C'est pas tombé dans l'oreille des sourds, quoi. Voilà. Vous représentez la société dans son ensemble. Je veux dire avoir un bon espoir et en croyant que les paroles du chef de l'État puissent se matérialiser en observant la transparence dans l'organisation des élections. Bon, surtout que ces élections même ne sont pas déjà inclusives. Voilà. Et à quoi il faut s'attendre, même si elles venaient à être transparentes. Ah, même si. Ok, la précision est détail. Même si. Mais vous savez, nous, au niveau de la société civile, nous ne présentons pas de candidats. Nous sommes neutres. Et nous observons, le souhait est que ce qui est prévu dans les textes puisse quand même être appliqué. Et le principe d'une élection est au minimum qu'elle soit transparente, inclusive, au minimum. C'est parce qu'on a observé pendant le référendum constitutionnel, c'est parce qu'il a été observé pendant l'élection présidentielle et la controverse, vous la connaissez très bien. Il n'y a rien qui change entre ces deux étapes-là et l'étape suivante qui est en train d'arriver. Du moment où les organes de gestion, de régulation sont les mêmes, le principe reste le même. Et donc, toute fraude est possible. Puis ça a été fait pendant la... Quelqu'un peut-il nous garantir quand est-ce qu'on a compté les voix de l'élection présidentielle? Quand? Puisqu'on nous a dit, on commence ce matin le décompte des voix, et à 13h, on a annoncé que les... On va donner le résultat à 20h. Oui, le résultat est à 20h. Quand est-ce qu'on a compté? Puisque c'est manuel. Quand est-ce qu'on a compté? Après, on nous a dit, oui, il y a les ordinateurs. Donc, il y a des avions qui sont venus rapidement. Oui, voilà, qui ont amené tous les trucs. Mais quand est-ce qu'on a compté? Il n'y a personne qui répond. Donc, on va avoir la même chose. Et peut-être que, parce que maintenant, le principe, il est local, que les élections vont se passer dans les communes et dans les régions, comme on dit, les provinces. Il y a une différence par rapport à un mouvement qui est national, qui est l'élection présidentielle. Mais il n'empêche que si le principe de la transparence reste dans les mêmes conditions, local ou pas, il n'y a pas de transparence. Oui, et donc, quel est l'espoir qu'il faut fonder? D'accord. Merci beaucoup. Nous allons vers la fin de notre émission. J'aimerais poser cette question qui va s'adresser à tout le monde. Je commence par le docteur Sita. À la mort du maréchal le 20 avril, à l'annonce de sa mort, le 20 avril 2021, tout le monde l'a dit et répété, saisissons cette opportunité pour asseoir un État moderne qui réponde aux aspirations des Tchadiens et qui soit en phase aussi avec le contexte mondial. Aujourd'hui, tout compte fait. Même autour de la table, nous ne sommes que, vous êtes que 3, on ne s'entend pas déjà, on n'est pas sûr aussi de ce que nous faisons. C'est tant mieux, voilà, pour le débat. Il faut bien ça, non? C'est la faute de qui? Si finalement nous n'avions pas réussi à construire un État pour lequel tous les Tchadiens se reconnaissent dedans, est-ce que c'est la faute de vous, acteurs politiques, ou bien le manque peut-être un peu de la société civile, ou bien c'est le problème, il est à quel niveau? Chacun a joué un rôle quand même. Vous avez joué un rôle depuis la mise en place de la transition avec des propositions contradictoires. M. Djibiri était partie prenante pour accompagner le président. Il continue à croire que les choses puissent aller. Mais vous, à votre niveau, je voulais savoir à quel niveau on a failli pour ne malheureusement pas bâtir un état de consensus pour tous les Tchadiens? Moi, je pense que la faute, elle est à tout le monde. Elle est à tout le monde. Mais à des degrés divers, je pense. À des étages différents. Mais permettez-moi, Djibidi vous a dit tout à l'heure que lui, il est d'une naïveté, il continue à être naïf. Le problème, c'est que pour moi, personnellement, j'ai cessé d'être naïf. J'ai été aussi un peu, oui. Oui, être naïf, oui, absolument, oui. Oui, parce que bon, c'est pour ça que je dis que la faute, elle est à tout le monde, à tous les étages. Donc, oui, absolument, oui, ça sert à quelque chose. Et puis moi, je suis juriste. Et puis, donc, on accorde d'abord la présomption d'innocence à toute personne dès qu'on la voit. C'est notre principe. Et donc, je pense que le problème, c'est que je ne suis plus à ce niveau-là. Et donc, sincèrement, pour vous dire, c'est que je pense que
On a parlé beaucoup de la transparence. Vous avez évoqué beaucoup la question de la transparence, tout ça. Mais la transparence, elle n'est pas seulement dans ces DVD qui faisaient appel au président de la République. Mais le problème, ce n'est pas seulement le président de la République. C'est les institutions qui sont mises en place. C'est ceux qui sont derrière ces textes-là, qui eux-mêmes ne sont pas transparents. Parce que je vous ai dit quand même, détricoter quand même les textes de 96. Et j'observe seulement que depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, ceux qui font ces textes, c'est les mêmes personnes. Et ils ne sont pas transparents. Et ce n'est pas leurs textes qui seront transparents. C'est pour ça d'ailleurs que ça ne marchera pas. Ensuite, vous avez les institutions qui sont mises en place aujourd'hui qui ne sont pas transparentes. Et donc, ceux qui sont dedans ne sont pas transparents. Et je pense aujourd'hui, si on tendait le micro là dehors, je pense que 98% des Tchadiens, jusqu'aux communautés rurales, qu'on ne leur donne pas la parole, parce que d'ailleurs, là, on ne construit même pas la décentralisation pour elles, trouveront, n'est-ce pas, que justement, 98% trouveront que justement, les institutions qui sont là actuellement ne sont pas transparentes, y compris ceux qui sont dedans. C'est pour ça que moi, je ne peux pas mettre ma main, n'est-ce pas, au feu pour ce qui arrive. Déjà, regardez le découpage qui a été fait, qui est d'une injustice criarde. Et je pense, moi, je ne m'attendais absolument à rien avec ces mêmes personnes, avec les mêmes acteurs, avec les mêmes textes qui sont là. Tant que toutes ces choses-là ne sont pas toilettées, on n'a pas changé l'ange qui est l'organe agent national de gestion des élections. C'est pas parce que ça va être local que ça va changer quelque chose. C'est parce que c'est les mêmes personnes. Et ils ont le même système, ils ont le même machin, tout ça. Et c'est dans leur ADN, c'est dans leur tête. C'est tous ces gens, ils pensent comme ça, etc. Et le système, il est comme ça. Et donc, je pense, ce n'est pas un problème simplement du président de la République. Ce ne sera pas seulement un problème de Ange. Mais je pense, pour moi, si on pose l'accès, c'est sincèrement, c'est toute cette classe qu'il faut balayer. La disparition tragique du défunt président Maréchal pour avoir un État dans lequel tout le monde s'identifie. Le problème du Tchad est compliqué. La situation au Tchad, elle est militaire. La situation au Tchad, elle est militaire en ce sens que tous ces faits-là, toi, tu n'étais pas approché. Et donc, tous ces faits, n'est-ce pas, là-bas, c'était au niveau militaire, nous, on n'y comprenait rien. Bon, on s'est retrouvés à la conférence nationale souveraine, vous voyez, l'effet de grands groupes, au Denis, l'effet de grands groupes. Donc, pour le moment, j'ai dit que c'est du passé. Voyons maintenant, je répète, je réitère mon appel. Tirons les leçons. Qui a failli? Mais j'ai dit que la situation, elle est militaire. Ça veut dire que personne n'a failli. Hein? La situation, elle est militaire, ça veut dire que tu ne pouvais rien faire. On ne t'a pas donné l'occasion, n'est-ce pas, de t'exprimer comme il se doit. J'étais au dialogue. Oui, mais le docteur l'a dit, ce sont des civils qui ont écrit des lois, ce sont des civils qui ont mis en place l'ange, le conseil constitutionnel. Voilà. Donc, mais ils ne sont pas transparents. Ils ne sont pas transparents. Ils ne veulent même pas la transparence. Ni libre. Oui, donc, parce que, voilà, mais c'est ça. Mais c'est tout ce que je peux dire. D'accord. Alors, donc, il faut faire avec pour que on... Sans certitude. Bon, c'est toi qui le dis. Hein. C'est toi qui le dis. Oui, on a exprimé le pessimisme, la déception de l'autre. Oui, la déception. Moi, je dis que la promesse du chef de l'État me donne un petit peu d'espoir. D'accord. Voilà. Donc, j'ai bon espoir que cette fois-ci, les choses iront pour le mieux. Merci. Voilà. Monsieur Soumaïn Adoum, qu'est-ce que vous dites? Nous n'avons pas réussi, malheureusement. Parce que si on avait réussi cette transition, au moins pour organiser les élections, on parlerait un même langage. Mais on est toujours dans la transition. Hein. Ah oui, ça aussi, il faut souligner pour nos auditeurs. On n'est pas sorti. Hein. On est jamais ces élections qui arrivent là. On ne s'entend pas, c'est toujours des querelles. Et on ne sait pas. La faute à qui? Bon, les uns et les autres ont répondu. Si vous pouvez... Non, mais vous cherchez un coupable, il n'y en a pas. Ça ne vient pas de la transition. Ça, c'est le résultat de tout un processus beaucoup plus ancien. Quand est-ce qu'on a fait les choses normalement au Tchad? C'est ça la question. Il faut remonter dans ces cas. Faut remonter. Les élections. Dès 1963, on a annulé le multipartisme pour le ressortir de nouveau en 1990. Ben écoutez, tout le vide là a quand même produit un impact sur la vie politique, et on n'a pas une classe politique qui s'est constituée depuis 1960, elle a été bloquée. On avait l'expérience démocratique avant l'indépendance, pour que 3 ans après l'indépendance, voilà, on y a mis fin. Et puis après, creux de la vague, on ressort à 90, mais on ressort à 90 avec des partis politiques dont on a cassé les ailes et on veut qu'ils volent. C'est pas possible. Alors, quand le président Djividi dit que la situation elle est militaire, il faut bien comprendre. L'armée est au pouvoir depuis 1979.
Et même en 75, parce qu'ils ont pris le pouvoir par le coup d'État, et on n'a toujours eu que des militaires finalement, ou des guerrieros qui sont carrément aussi des militaires, non? Oukouni ou Abré sont des guerrieros. Donc ils ont fait le métier des armes d'une façon ou d'une autre, et on a une continuité du pouvoir militaire qui ne nous quitte pas. Même maintenant, on a élu finalement un général de l'armée. Qui est toujours resté général, même jusqu'à présent. Et voilà, qui aurait dû être civil après les élections, alors qu'il a qui est toujours général. Donc vous comprenez ce qu'il nous faut. Et moi, mon espoir n'est vraiment pas dans les promesses du chef de l'État. Lui ou un autre aurait fait des promesses. Donc, et combien ont fait de promesses sans les respecter, et ils ont tourné le dos à leurs promesses le lendemain. L'espoir viendrait de la population elle-même. Alors, mais veut-on condamner la population dans le désespoir, quitte à elle-même? Non, le problème c'est que on est en train peu à peu de voir que le vase déborde. Et le vase là, c'est la population. Ça commence à déborder, et si ça déborde, on ne peut rien. Les gens parlent de révolte. Moi, je pense que les gens vont arriver à un moment de saturation où ils ne peuvent plus accepter que les choses continuent comme telles. Ce jour-là, le pouvoir politique doit constater qu'il est impossible qu'il gouverne. Et vous voyez, on a frôlé ça le 20 octobre. On a frôlé ça le 20 octobre. La politique militaire, vous voulez dire. Merci beaucoup, M. Soumaïne. Partagerez-vous son avis, la crainte d'une explosion à cause des frustrations qui se sont acquises? Mais tout naturellement, lorsque l'homme est frustré, il ne pense à rien. Mais donc, moi, c'est pourquoi je souhaiterais, moi, je parlais, n'est-ce pas, si appelle l'État pour que le pouvoir se rachète. Mettre la barre à terre. Voilà, pour que le pouvoir se rachète. Je faisais allusion justement à ça. Il ne faudrait pas pousser les gens à pousser le bouchon trop loin. À pousser le bouchon trop loin, si on peut ainsi le dire. Même à leur dernier retranchement. Voilà, à leur dernier retranchement. Voilà. Donc il ne faudrait pas. Par un moment, il faudrait un peu. Oui, parce que depuis le référendum, c'est fait sur fond de révolte, de mécontentement et de machin, tout ça. On a continué avec les élections présidentielles, toujours sous fond de machin et tout ça, et on continue comme ça. Avec les problèmes existentiels également des populations de tous les jours. Et donc, tout ça, ça n'augure pas des lendemains meilleurs. Et je pense qu'il faut à un moment donné, il faut comprendre, parce que gouverner, c'est tout ça aussi. Et je pense que c'est très important de prendre ça en considération. Moi, je pense qu'on ne va pas continuer comme ça. Aujourd'hui, vous sortez, vous allez au marché, vous voyez comment les gens ils sont malheureux. Et c'est pour ça que souvent, je suis d'accord avec lui que ça ne va pas continuer comme ça. Merci beaucoup, Dr Sita Kuyomatna Apeni. Merci, M. Djibidi Boukar Hubert. Merci, M. Soumaïla Adou. Merci de votre participation à cette émission portant sur le thème de la décentralisation à l'épreuve de l'inclusion. Merci, chers auditeurs, auditrices, de votre bien aimable attention à cette émission. Nous vous souhaitons de continuer une bonne suite de notre programme, et le rendez-vous sera pris donc pour la semaine prochaine. Au revoir. Merci.